Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour un nouveau numéro de Contre-Pressing. À moins d'une semaine de PSG Bayern Munich, on s'est dit pourquoi pas faire un épisode spécial sur le Bayern Munich, et qui mieux pour en parler que notre journaliste Jean-Charles Sabatier. Salut Charlie. Salut Nico, ça va? Gegenpressing, ça doit s'appeler on pourrait changer émission. le nom juste pour cet épisode, ouais. Écoute, ouais, ça va très très bien. Voilà, on s'est dit, le Bayern, c'est la meilleure équipe sur ce début de saison. 13 victoires en 13 matchs, toutes compétitions confondues, des performances assez impressionnantes et surtout un jeu rayonnant pour cette année 2 de Vincent Kompany à la tête du Bayern, avec un calendrier qui va être un peu corsé ces prochaines semaines. Ça va s'accélérer pour le Bayern. On va peut-être voir ce que ce Bayern a dans le ventre, même si dans le classiqueur on a déjà vu que c'était pas mal du tout. Il y a Leverkusen, ça sera ce week-end. Il y a ce déplacement sur la pelouse du Parc des Princes, et puis fin novembre il y a aussi un déplacement à l'Emirates Stadium contre Arsenal, donc ça va être du costaud. Je voulais commencer ce numéro par parler de Vincent Kompany, qui est arrivé en début de saison, enfin l'été dernier, il y a bientôt un an et demi, qui vient de prolonger d'ailleurs son contrat jusqu'en 2029. Est-ce qu'on peut parler déjà du contexte de son arrivée à l'entraîneur belge, qui est arrivé pour prendre la suite de Thomas Tuchel, et il y avait déjà à l'époque pas mal de doutes sur sa capacité à s'imposer dans un club qui est vraiment pas comme les autres, le Bayern. Ouais, ça c'est une certitude. Il n'y avait pas vraiment de doute. En tout cas, une chose est sûre, c'est que c'était pas le premier choix. C'était le 6e ou 7e choix dans une liste qui a été extrêmement longue pour chercher le remplaçant de Thomas Tuchel, dans une séquence qui était assez compliquée dans la gestion du Bayern Munich. Donc il y a eu un coup de téléphone qui a été déterminant, c'est celui de Pep Guardiola avec son copain Karl-Heinz Rummenigge, pour lui expliquer effectivement qu'il l'avait quand même bien drivé, qu'il avait bien coaché dans le début de sa carrière d'entraîneur, ce qu'il avait pu faire avec Anderlecht, ce qu'il a pu faire par la suite avec Burnley, remporter le Championship quand on est un tout jeune entraîneur, quand on connaît la difficulté absolument invraisemblable de ce championnat, c'est déjà un premier signe. Et finalement, donc, ce choix s'est porté sur Vincent Kompany. Il y a eu des observateurs dubitatifs, bien évidemment, parce que le Bayern est toujours habitué à avoir des grands noms, des noms ronflants, mais on a quand même vraiment manqué du côté des Bavarois de stabilité à ce niveau-là. Depuis Jupp Heynckes, ça a succédé. Pep Guardiola avait annoncé qu'il ne viendrait que pour 3 saisons, et depuis le départ de Pep Guardiola, c'était vraiment une succession d'entraîneurs. Donc là, il y a eu ce choix qui a été fait sur Vincent Kompany, avec des regards extérieurs dubitatifs, qui le sont beaucoup plus rapidement devenus admiratifs sur ce qu'il a été en capacité de faire avec cette équipe. Est-ce que son plus grand défi au départ, ça a été d'être accepté par un vestiaire dont on sait que parfois il est quand même assez difficile à prendre en main, avec évidemment les vieux routiers de cet effectif, mais aussi finalement un entraîneur qui n'avait quasiment rien gagné. Est-ce qu'on peut... Alors, on ne parle pas de sa carrière de joueur, bien entendu, immense défenseur, mais en tant que coach, il y avait eu, c'est vrai, tu l'as dit, cette montée en Première Ligue. Il y a aussi eu l'année suivante la relégation de nouveau en Championship avec Burnley. Non, alors, tu vois, assez paradoxalement, mais je pense que pour le groupe, ça a été un énorme soulagement. Ça a été un énorme soulagement parce qu'il y avait une forme de traumatisme du passage de Thomas Tuchel, où là la cassure avait été absolument énorme. Pour faire la genèse en fait de la difficulté du Bayern pendant cette période, il faut revenir à la présidence de rupture qui avait été symbolisée par celle d'Oliver Kahn dans son boulot avec Hasan Salihamidzic. Une institution comme le Bayern Munich, tu peux pas la bouleverser de manière aussi rapide que ça. Il y a des institutions à l'intérieur de l'institution. Je pense bien sûr à Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge. Donc ça a brouillé un petit peu les pistes, ça a brouillé le message, ça a perturbé incontestablement l'équipe, qui dans un premier temps n'a jamais compris la raison pour laquelle Julian Nagelsmann se faisait virer au mois de mars 2023, alors que tout allait bien. C'était une grosse surprise à l'époque, ouais. Tout allait bien dans l'univers du Bayern, en tout cas sur les résultats sportifs, et ils ont encore moins compris l'arrivée de Thomas Tuchel, qui était soi-disant annoncé comme un entraîneur qu'on avait essayé de faire venir avec Kahn et Salihamidzic 2 ans auparavant, que ça s'était pas fait, qu'il voulait absolument l'avoir. Or, Tuchel, avec ses qualités, amène aussi ses défauts. On sait très bien que dans sa carrière, ça n'avait pas été formidable, la fin avec Dortmund, la fin avec le Paris Saint-Germain.
Et lui, il est arrivé avec sa détermination, avec ses idées extrêmement précises, et ça a très rapidement scindé complètement le groupe. Ça a scindé l'ambiance, il y avait une forme de défiance. Et pour revenir à Kompany, je pense que quand il est arrivé avec sa belgitude, entre guillemets, c'est-à-dire ce côté très pragmatique, cette sérénité affichée, sa très grande carrière de joueur aussi, fait que ça a complètement rassuré tout le monde. Et très rapidement, eh bien, il y a un lien qui s'est fait, il y a une vraie osmose qui s'est fait autour de lui, autour du groupe, dans la mesure où Kompany est suffisamment intelligent pour se dire « je suis 6e, 7e choix, j'arrive au Bayern, mais en toute détente ». Il n'y avait aucune pression de résultat immédiat pour lui. Et surtout, lui, il n'a qu'une chose à faire. Contrairement à ses prédécesseurs qui pensaient être investis d'autres tâches que celles d'entraîneur, il ne s'est occupé que de l'équipe et de rien d'autre, de son groupe, rien de son groupe et rien d'autre. Et Or, tout ce qui est, comme tu le disais, tout ce qui était parasite, entre guillemets, le marché des transferts, les interrogations sur l'étroitesse du groupe, etc., etc., lui, il a dégagé la totalité de ces questions-là en disant non, moi, on me donne 24 joueurs, j'ai confiance aux 24 joueurs, on est au Bayern Munich, ça veut dire que s'ils sont là, ils sont suffisamment forts, et moi, ça m'intéresse, et on va faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire que très rapidement, dès la saison dernière, lorsqu'il est arrivé, il a réussi à se débarrasser de ça. Et même lorsqu'il y a eu les premiers accros, élimination au deuxième tour de la Coupe d'Allemagne, les 2 premières défaites en championnat, il est toujours resté dans son schéma, dans son circuit, qui était et qui est toujours aujourd'hui, de remettre le groupe au cœur du système. C'est un effectif, alors pas bien fourni, parce que comme tu le dis, il n'y a que 24 têtes, mais ça reste une équipe avec énormément de talent. Est-ce que tu vois une différence entre l'équipe de la saison dernière et l'équipe de cette saison dans le jeu? Est-ce que l'an 2 de Kompany est réellement beaucoup plus abouti que lors de la première année, ou est-ce que c'est un peu grâce au calendrier, peut-être avec une concurrence moins féroce en championnat, que le Bayern a atteint ses 13 victoires? Ah oui, il y a clairement une montée en puissance. Le mantra de Kompany, c'est le groupe, c'est le collectif, et c'est l'entraide entre tout le monde. Et donc ça, il a permis de le faire monter en puissance durant la saison dernière. Et ça s'est encore accéléré depuis le début de la saison. Moi, je livre un chiffre qui m'étonne semaine après semaine. Depuis le début de la saison, toute compétition confondue, le Bayern Munich, c'est en moyenne 123 km parcourus par match. Dans le top 5 européen, il n'y a pas une équipe qui c'est énorme, 123 km. 123, c'est monstrueux, avec un joueur comme Pavlovic, qui est à quasiment 14 km par match lorsqu'il est titulaire, près de 13 pour Kimmich. Et quand tu regardes en fait les performances individuelles, tu te rends compte que tous les curseurs en termes de volume pour les joueurs, que ce soit kilomètres parcourus, sprint à haute intensité, tous les curseurs ont été relevés d'au minimum entre 15 et 20%. Il y en a qui font un peu moins le boulot, mais pour moi, le symbole de ce Bayern nouveau, c'est Harry Kane. C'est ce qu'il est capable de faire, notamment dans le Klassiker, plus que tu l'évoquais. Dans ce match-là, il a été 9, il a été 10, il a été 6, il a été 8. Il y a ce tacle monstrueux aux abords de la surface de réparation à la 85e minute qui vient faire. Je pense que Dayot Upamecano, avec qui j'en ai parlé, m'a dit que lui-même avait été sur les fesses de voir ce retour-là. C'est vraiment le symbole. C'est le symbole d'un joueur qui s'arrache pour tous les autres. Et en fait, c'est ça, cette philosophie de Vincent Kompany. Il a répété hier, dans la dernière conférence de presse avant le match de coupe face à Cologne, qu'il y avait un mot qu'il détestait dans le football, c'était le mot titulaire. Alors bien évidemment, dans ce groupe du Bayern Munich, il y en a 4-5 qui sont indéboulonnables. Mais qui vont avoir une forme de rotation, oui. Parce qu'il est conscient qu'avec ce groupe très réduit, il faut quand même aussi faire respirer un petit peu les organismes. Upamecano, indéboulonnable, patron de la défense, Kimmich au milieu, et devant Olysée, Diaz, Harry Kane. Ouais. Ça, c'est son axe. Avec bien évidemment au début de la colonne vertébrale Manuel Neuer qui performe encore un peu plus. Mais dans sa philosophie de jeu et dans la montée en puissance de cette équipe, ce qui est parfaitement marquant, c'est que on démarre systématiquement au 4-2-3-1.
Ça, c'est la base du Bayern. C'est ce que voulaient les joueurs, que tentaient de remettre en cause Thomas Tuchel de manière assez directive, autoritaire et directive, on dira comme ça, sans aucune concertation avec les tauliers du vestiaire, que pouvaient être dans le jeu, en tout cas, Kimmich, Thomas Müller et consorts. Lui, il a ses idées, il les met en place, il en parle avec les tauliers. Il y a une chose sur laquelle il déroge absolument pas, c'est sur le volume et sur l'entraide. Si le latéral gauche monte et qu'il y a un trou qui est derrière, il faut regarder l'activité de Luis Diaz. Je pense qu'il n'avait jamais fait ça avec Liverpool, mais il se transforme en latéral gauche. Et quand tu vois le jeu du Bayern, en fait, c'est la marque un petit peu des équipes qui réussissent. Ce qui fait aussi que le Paris Saint-Germain est aussi fort aujourd'hui, c'est-à-dire la polyvalence et le dépassement de fonction. Et en fait, tu peux te retrouver dans cette équipe-là, exactement avec des schémas qui sont complètement explosés au fur et à mesure du match. Mais comme tout le monde respecte cette consigne, à l'arrivée, ça fonctionne. Tu parlais d'Harry Kane, de son nouveau rôle, parfois plus loin du but. Est-ce que, d'après toi, sur ce qu'il montre depuis son arrivée au Bayern, c'est encore plus impressionnant que ce que produisait Robert Lewandowski? Et pourtant, c'est quand même un sacré défi de réussir à être plus fort peut-être que ne l'était le Polonais, parce que on a toujours cette sensation avec Harry Kane que oui, c'est beaucoup plus qu'un simple numéro 9 de surface. C'est un très grand numéro 9 de surface. C'est un joueur qui peut-être aurait pu dans une autre carrière jouer toute sa vie numéro 10. Pourquoi pas numéro 8? Alors peut-être pas sur une aile parce qu'il n'a pas la vitesse, mais il a cette vision de jeu, cette vista, cette justesse, cet altruisme qui est finalement assez rare pour un joueur qui marque pourtant autant de buts. Ah ouais, non, mais c'est ce qu'il réalise depuis le début de la saison est monstrueux. Et en plus de cela, il a une forme absolument incroyable qui fait que c'est lui, que Vincent Kompany est obligé de le calmer un petit peu sur son temps de jeu. C'est-à-dire que quand il a marqué un doublé, il peut se dire bon, ok, je peux le faire sortir à la 60e pour souffler sur le prochain objectif. Ce qui est hyper marquant sur Harry Kane, c'est que tout le monde se souvient bien évidemment au championnat du monde des clubs de ce match face au Paris Saint-Germain, un match qui a été arrêté, en tout cas dans la tête des Bavarois à la mi-temps, suite à cette sortie complètement invraisemblablement débile de Donnarumma dans les pieds de Jamal Musiala, avec cette blessure absolument horrible. Ça a marqué absolument tout le monde, mais juste derrière, Harry Kane, lui, pour le bien de l'équipe, il a commencé à penser à quelque chose. Et c'est lui qui est allé soumettre à Vincent Kompany cette idée, finalement, d'avoir la capacité de décrocher, et que, comme le secteur offensif du Bayern Munich est tellement fourni, il y a toujours quelqu'un qui est capable de prendre la profondeur, de prendre la place. Serge Gnabry et le backup annoncé. Maintenant, ils ont pris Nicolas Jackson qui a un peu plus de difficulté à comprendre ce jeu, en tout cas dans le volume. Mais c'est Harry Kane qui est allé dire à Vincent Kompany, moi je peux décrocher. Et remplir ce rôle, à la Jamal Musiala et perturber encore un peu plus les défenses adverses. Parce que au début de saison, quand tu attends le Bayern Munich, tu attends un Harry Kane en numéro 9. Or, la vraie force de ce collectif offensif là, c'est la capacité de dézonner en permanence. C'est les switches au bout du premier quart d'heure entre Olise et Luis Diaz. C'est Serge Gnabry qui est capable de couper devant Harry Kane, qui lui va décrocher en numéro 10. Et les mecs, ça les rend complètement fous. Sorti de ça, tu peux en rajouter sur les côtés avec l'activité à droite ou à gauche maintenant de Konrad Laimer, qui lui aussi est complètement inarrêtable, et sur les derniers matchs que tu retrouves plus fréquemment dans la surface de réparation adverse que dans son rôle de défenseur. Donc voilà, c'est le dépassement de fonction, c'est la polyvalence des joueurs, et je pense que Harry Kane s'inscrit complètement dans ce domaine-là et sur ce début de saison. Bien évidemment que dans le football européen, tu as des solistes qui sont absolument fantastiques. Tu as Kylian Mbappé qui démontre toute sa force. Tu as déjà Lamine Yamal avec toute sa technique. Mais je pense que sur les attaquants complets, intrinsèquement parlant, je pense qu'il n'y a pas mieux qu'Harry Kane actuellement. Il y a un joueur sur lequel je voulais qu'on s'attarde un tout petit peu, évidemment un Français, alors pas Sacha Boué, dont on aurait pu parler, qui a trouvé sa place dans cette équipe, mais Michael Olise, tu le disais, c'est devenu finalement un cadre de cette équipe après une arrivée légèrement sur la pointe des pieds la saison dernière. Est-ce que pour toi c'est
vraiment un joueur essentiel de cette équipe. C'est l'un des joueurs que Kompany couche le premier sur sa feuille de match. Ouais. C'est un cadeau tombé du ciel pour le Bayern Munich. Je veux dire, avoir réussi cette performance-là, parce qu'il était quand même chassé par d'autres clubs, hein, de pouvoir le décrocher, c'est un cadeau du ciel pour le Bayern. Et l'intelligence de Michael Olise, effectivement, c'est d'avoir un peu payé pour apprendre au début. C'est-à-dire qu'il a senti le truc, il s'est adapté, mais à une vitesse quand même absolument incroyable. Sur sa première saison, il est à 55 matchs, toutes compétitions confondues, meilleur passeur du Bayern Munich. Il marque une quinzaine ou une vingtaine de buts, j'ai plus les chiffres exactement, mais en tout cas, il est déterminant. Et il lui aura fallu 6 mois pour apprendre et 6 mois pour s'imposer comme un cadre absolument incontournable de cette équipe. Et lui, il met un peu une épine dans le pied de Vincent Kompany, parce qu'à l'image d'Harry Kane, à l'image de Luis Diaz et donc de Michael Olise, ce sont des joueurs qui veulent tout le temps jouer 90 minutes, parce qu'autrement ils se sentent pas bien, parce qu'autrement ils ont besoin de cette confiance-là pour être présents. Et pour Kompany, peut-être un peu plus que pour Harry Kane ou alors Luis Diaz, c'est toujours compliqué de le faire sortir, Michael Olise. Et on le voit dans son activité, à droite, à gauche, puis il a une technique tellement incroyable. Sur ses débuts au Bayern Munich, il avait un peu tendance à manger du ballon, quoi. À surjouer, non, ouais, à faire toujours un peu trop le geste de trop. Il avait souvent. envie de montrer, il avait envie de démontrer. Maintenant, tout le monde sait à quel point c'est un joueur absolument incroyable. Et grâce au travail de Vincent Kompany, il a su complètement épurer son jeu. Il y a très peu de ballons qui sont des ballons inutiles de la part de Michael Olise, quand on les regarde précisément. Et c'est un joueur aussi qui est complètement adapté à ce groupe, parce que s'il doit y avoir une lücke, un trou sur le côté droit... T'as bien fait de traduire, parce que je ne l'avais pas sinon. Mais si à ça, il va venir compenser, il sera là. Le nombre de tacles réalisés par Michael Olise cette saison dans les 30 derniers mètres vers la cage de Manuel Neuer, c'est absolument impressionnant. C'est absolument impressionnant. Est-ce que tu lui vois un avenir dans l'axe au Bayern, tout comme on peut le voir désormais en équipe de France, où il s'est progressivement imposé dans ce secteur de jeu? Alors évidemment, avec Harry Kane qui redescend, avec Jamal Musiala qui reviendra a priori en janvier, même si on veut rien précipiter du côté de Vincent Kompany. À terme, dans les 2-3 prochaines saisons, est-ce que c'est une possibilité pour le Bayern? Bien évidemment, il a toutes les capacités. Il le fait. Il le fait souvent en match. Oui, on le voit désolé. Il le fait souvent en match. Il arrive souvent dans l'axe. Il a un relationnel avec Harry Kane qui est absolument énorme. Il essaye dans ce domaine-là de prendre la place de ce que pouvait faire Thomas Müller avec l'attaquant anglais. Mais je pense que dans un coin de sa tête, et comme dans un coin de la tête de tout le monde, le retour de Jamal Musiala, il est attendu. Là, il est revenu sur le terrain, il commence à retravailler sur le plan individuel. Ça se passe très très bien après cette grave blessure, beaucoup plus rapidement que prévu. Oui, fracture du péroné, je ne sais pas si tu l'as mentionné. Dislocation de la cheville, arrachement des ligaments. Très très grosse blessure, C'était énorme. Et je pense que quelque part, tout ce groupe-là travaille pour venir compenser l'absence de Jamal Musiala. Mais le retour étant de plus en plus proche, chacun saura retrouver sa place, même si, on a pu le constater la saison dernière, il y a une complémentarité entre Jamal Musiala et Michael Olise qui est absolument géniale, parce que là aussi, il y a des permutations. Il va falloir voir comment ça va se passer avec Luis Diaz. Je pense que le Colombien est suffisamment intelligent, là aussi, est suffisamment fin techniquement pour comprendre un petit peu ce système de jeu. Il y aura des opportunités pour Michael Olise de jouer en 10, mais je pense que tout le monde n'attend qu'une chose, c'est le retour de Musiala. Et là, ça sera un autre Bayern. Et justement, alors Vincent Kompany aime pianoter avec son équipe, son 11 de départ. Il sait, c'est peut-être l'une de ses plus grandes forces aussi, tu le disais, c'est de réussir à adapter les temps de jeu de chacun, de faire un peu participer tout le monde, de faire manger un peu tout le monde. Mais qui fera les frais du retour de Jamal Musiala dans le 11 de départ? Parce que Kane, Diaz celui qui en fera les frais, mais il est déjà parfaitement préparé à ça, c'est Serge Gnabry. Mais il est déjà préparé à ça. C'est pas un problème. Parce que la capacité de Vincent Kompany à avoir fait comprendre à tout le monde,
hormis les superstars, même si lui répète que s'il y a un mot qu'il déteste, c'est titulaire. Mais il fait comprendre à tout le monde que tout le monde est super important. Personne ne misait une seule seconde en début de saison que Sacha Boey serait à quasiment 500 minutes de temps de jeu sur les 9 premières journées de Bundesliga. Et pourtant, il est là. Et pourtant, il apprend. Il a une toute petite trentaine de matchs dans le championnat d'Allemagne. Au niveau des observateurs, il a souvent été regardé de manière extrêmement dure sur ses performances. Mais comme il me le répétait après le Classiquaire, lui, c'est pas grave. Il apprend avec Vincent Kompany et il veut démontrer qu'il est pas là pour rien. Personne n'aurait misé une pièce sur ce schéma-là. De voir autant de temps de jeu pour Sacha Boey. Min-jae Kim accepte parfaitement d'être le backup de Jonathan Tah dans la défense centrale parce que il y a cette discussion et il sait très bien que plus on va avancer dans la saison, plus on va attaquer la barre des 50 matchs. Ça commence déjà à faire beaucoup pour les équipes qui matchent sur 3 tableaux. Il sait très bien qu'il va avoir ce temps de jeu. Je pense qu'il y a une répartition qui est parfaitement claire pour tous les joueurs, mais même celui qui a 30%, est au moins aussi important, voire même aussi important que celui qui a 80% de temps de jeu. Et ça a été la grande force de Vincent Kompany. C'est de rassembler et de retrouver son groupe 24 sur 24. Ce qui n'était malheureusement pas le cas sur les 18 derniers mois avant son arrivée. Il y a un homme aussi qui a été considéré pendant longtemps comme le meilleur gardien du monde, Manuel Neuer, qui aura... Pourquoi il ne l'est plus ? Alors justement, on va en discuter un peu de ça, qui aura 40 ans en mars prochain. Comment tu évalues actuellement le niveau de Manuel Neuer ? Est-il justement encore l'un des 3, 4, 5 meilleurs gardiens du monde selon toi ? Si tu me dis que c'est le numéro 1, je te croirais. Pour moi, c'est le numéro 1. C'est toujours le numéro 1. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et si tu parles avec tous les joueurs de champ du Bayern Munich, tous te disent que quand ils rentrent sur le terrain avec Manu... ils ressentent une force supplémentaire. C'est un gardien qui a toute une histoire derrière lui, qui est tellement charismatique, qui a fait tellement d'arrêts, qui a fait tellement d'exploits. Qui a eu cette force de caractère aussi. Après son énorme blessure à la jambe, il faut quand même se rappeler. Sur un accident de ski, non ? Il était parti en ski de randonnée, il s'est cassé la gueule dans le ravin. Il a été récupéré par un hélicoptère après être resté accroché à un rocher ou à un arbre. Ça a été absolument dramatique. C'est-à-dire qu'il y a eu un documentaire qui est sorti là-dessus, qui est à voir sur la plateforme du Bayern Munich. Son retour à la compétition, ça s'est joué à ça. C'est-à-dire qu'il était plus près d'être invalide du sport qu'autre chose. Et ce gars-là, il est capable de revenir sur la pelouse, d'enchaîner les clean sheets, d'enchaîner les parades. Il est dans une équipe quand même où pour un gardien de but, c'est quand même assez compliqué. C'est-à-dire qu'il voit très très peu de ballons adverses, compte tenu de la densité défensive du Bayern Munich. Mais quand il y a des situations adverses, parce qu'il y en a inévitablement, il est systématiquement présent. C'est déjà 4 clean sheets, quasiment 50% de clean sheets en Bundesliga. Et sur l'ensemble de sa carrière, imagine quand même, il est à plus de 530 matchs de championnat d'Allemagne, il est à 46% de clean sheet. Il est à 364 victoires sur 500 et quelques matchs. Il explose aussi tous les compteurs à ce niveau-là en ce qui concerne la Ligue des Champions. Alors oui, tu peux être sûr et certain d'une chose, c'est que 2-3 fois par saison, il va te faire une bourde, mais alors, comme acte, tu vois ce que je veux dire, un vrai truc où tu te dis, bah tiens, mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Et si on voit que ça sur les réseaux sociaux, on se dit, ah oui, il est totalement dépassé, le pauvre. C'est n'importe quoi. Ouais. Mais sinon, il a cette carrure, il a ce style propre à la Neuer, qui est un style hybride entre gardien de foot et gardien du handball, qui fait que il est perturbant pour les attaquants, mais même ceux du Bayern, te le disent. On ne sait jamais, parce qu'il nous connaît absolument par cœur. Le crochet court intérieur, il va savoir quand est-ce qu'il va arriver, de même que l'ouverture sur la profondeur. Donc même s'il a 40 ans, on se souviendra quand même que Buffon était encore un des meilleurs gardiens du monde à cet âge-là. Sur la fin, ça s'est compliqué très vite. Mais ça c'est compliqué. Mais ça sera là peut-être le problème pour le Bayern Munich, c'est de gérer cet après-Neuer. C'est un sujet... J'ai l'impression qu'on en parle depuis quasiment 10 ans de cette succession. On essaie de retarder. Ceux qui sont derrière. Alors justement, ceux qui sont derrière, on a essayé. Nubel, alors je ne parle pas de Sven Ulreich qui a 37 ans, qui n'est pas un concurrent, qui est pour le coup là, vraiment là pour être numéro 2 et qui n'est pas là pour être un réel concurrent Manuel Neuer. On a essayé Jan Sommer pendant un certain temps, sans que ça soit
totalement une réussite. Ça a été beaucoup mieux ensuite pour le Suisse à l'Inter Milan par la suite, mais qu'est-ce que va faire le Bayern Munich Alors, ils sont en train de préparer l'avenir. Ils ont fait signer l'an dernier, il y a 8 mois, Jonas Urbich, donc, qui est gardien international espoir allemand, qui est arrivé de la formation des gardiens très réputés en Allemagne avec Kaiserslautern, lui arrivé de Cologne. Et c'est un gardien qu'il faut encore laisser grandir et qui vraisemblablement va prendre la succession de Manuel Neuer. Mais comme tu le disais, ils ont tellement été perturbés. Ils sont tellement paumés à cause des performances livrées par Manuel Neuer. Parce que l'an dernier... Lui, il ne veut pas du tout laisser la place pour le coup. Il va falloir vraiment que... Ils acceptent un deuxième prêt d'Alexander Nübel à Stuttgart, mais dans le même temps, ils décident de le prolonger jusqu'en 2029, le Bayern Munich, en se disant... Allez, 2026, il va mettre un terme à sa carrière et comme ça, Nübel va arriver. Il aura déjà l'expérience d'autres clubs, d'expérience européenne, même si à Monaco, ça n'avait pas été folichon. Non, c'est le cas de le dire. Ouais. Sauf que là, même s'il va avoir 40 ans, tout le monde est en train de comprendre que son année de prolongation quasi automatique, quand il va discuter avec les dirigeants du Bayern, il va la lever, parce qu'il n'a pas du tout envie d'arrêter. Il y a quand même de fortes chances, compte tenu effectivement de la difficulté de Julian Nagelsmann à pouvoir intégrer un numéro 1, et dans la mesure où pour Marc-André Ter Stegen, ça sera très, très difficile de venir s'intégrer. On a quand même des chances, si l'Allemagne se qualifie, d'avoir Manuel Neuer dans la cage de l'équipe d'Allemagne. C'est le mec qui est capable de se rendre absolument indispensable. Et même s'il va avoir 40 ans, il a encore un physique et une fraîcheur qui lui permet notamment de scoltiner les taureaux avec les copains, parce que comme il est aussi habile avec ses pieds qu'avec ses mains, ouais. Eh bien voilà. Mais ça aussi, effectivement, pour le Bayern Munich, il y a une forme de travail. Il n'y a pas très longtemps, il y avait 7 gardiens sous contrat au Bayern. 7 gardiens sous contrat au Bayern Munich, quoi. C'est-à-dire qu'on venait compenser, on faisait venir des jeunes, on essayait de trouver la solution au cas où Manu arrêterait. Le problème, c'est que Manu n'arrête pas et que... Du coup, c'est pas un problème, alors finalement. Non, c'en est pas un. Ça le sera sûrement dans les 2027, années à venir. En 2027, je pense que ça va le devenir. Mais comme il a une super relation avec Jonas Urbich, ça lui pose pas un problème, grâce à la discussion avec Vincent Kompany la semaine dernière, justement, de dire, OK, il a besoin de temps de jeu, parce que le petit, c'est lui qui va faire son retour devant son ancien public à Cologne pour la Coupe d'Allemagne, donc je lui laisse. Mais ça ne veut pas dire qu'il reste à la maison à glander sur son canapé. Il vient quand même avec le groupe, il s'assied sur le banc pour montrer l'exemple et avoir le sourire quand il sort du match, parce que Urbich, pour son premier match comme titulaire, fait un clean sheet, quoi. Dernier sujet que je voulais aborder avec toi dans ce numéro de contre-pressing, c'est la dernière pépite du Bayern Munich. On était obligé de l'évoquer. Oui. C'est une super histoire. Lennart ou Lennart, comment tu prononces? Lennart Karl, 17 ans, arrivé à 14 ans au club. On peut dire qu'il a été formé par le Bayern, mais il est passé par d'autres équipes auparavant, qui a déjà marqué 2 buts cette saison. 2 buts la même semaine et 2 sacrés buts en plus. Ouais. L'un en Ligue des Champions, l'autre en championnat. Raconte-moi déjà un peu l'histoire de ce très jeune joueur, qui n'est pas encore majeur, mais dont tout le monde parle en Allemagne. C'est terrible parce qu'ils ont Jamal Musiala et il est encore très jeune. Et il y a déjà derrière le successeur, la suite qui arrive. Ça, c'est un énorme point pour Vincent Kompany, parce que lorsqu'il est arrivé avec la pression qu'il avait de devenir l'entraîneur du Bayern Munich, sans qu'on lui dise complètement directement, mais il a des oreilles suffisamment grandes pour entendre les ordres donnés par et Karl-Heinz Rummenigge et par Uli Hoeneß, l'obligation pour lui d'intégrer au minimum 3 jeunes du centre pour commencer à accélérer un petit peu le mouvement, parce que sur ces dernières saisons, c'était pas suffisant. Il y a eu Musiala, il y a eu Alphonso Davies, il y a eu Alexander Pavlovic, mais un joueur sorti tous les 3 ans pour le Bayern Munich, qui se projette déjà dans une nouvelle ère économique. C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. C'est un impératif pour le Bayern pour essayer de lutter avec notamment les clubs de Première Ligue, d'avoir un centre de formation performant sur lequel on peut compter. Il y a eu cette demande extrêmement ferme qu'a appliqué dès le début. Alors plus depuis le début de cette saison, parce qu'il avait besoin de voir effectivement ce qui pouvait en ressentir. Mais là, il y a quand même 3 jeunes
qu'on a déjà vu pas mal de fois, que ce soit dans les matchs de préparation ou alors dans les différents matchs. Il y a Lennart Karl, sur lequel on va revenir dans quelques instants. Il y en a un autre qui est encore plus jeune, parce qu'il vient de fêter ses 17 ans, qui s'appelle Wisdom Mike, qui est une sorte de feu follet aussi sur les côtés, avec une technique hyper redoutable en accélération. Et il y a Cassiano Chiala, qui est un tout jeune joueur de 16 ans lui aussi, qui est défenseur central, mais ces trois-là sont intégrés systématiquement avec le groupe pro. Celui qu'on attendait le plus rapidement, c'est Lennart Karl, clairement. Quand il est arrivé en provenance d'Unterhaching, j'ai le nom du club, mais j'avais peur de dans me la le banlieue prononcer. de Munich, pur bavarois, hyper important là aussi, parce qu'on a perdu cette identité. Thomas Müller était le dernier bavarois 100%. Ça, c'est quelque chose d'important dans la culture Bayern, d'avoir des joueurs bavarois de la région du club. Oui, parce que le fameux Mia Zannia, qui est complètement de retour, nous, c'est nous, en dialecte bavarois, c'est une forme d'identification qui est très forte, notamment pour la Chicaria, tu sais, c'est cette tribune sud là qui est hyper active lorsqu'il joue à l'Allianz Arena. Lennart Karl, très rapidement, il est surclassé lorsqu'il arrive. Il a 14 ans, il joue avec les moins de 15 d'abord, avant d'être tout de suite projeté avec les moins de 17, et puis avec les moins de 19, de jouer la Youth League, et ses qualités, elles sont phénoménales, parce que malgré son petit gabarit, 1m68, c'est une force de la nature. Il fait pas du tout 17 ans, tu le vois physiquement, on a l'impression qu'il est beaucoup plus vieux. Complètement différent, bien évidemment. Il me fait penser à Franck Ribéry, mais à des degrés complètement différents, parce qu'il lui reste encore du boulot pour pouvoir effectuer et réaliser ce qu'a fait Franck durant toute sa carrière. Mais dans cette abnégation qu'il a à vouloir faire la différence face à l'adversaire direct, à vouloir conserver le ballon, à trouver le soutien sans trop se poser de questions, et surtout la fraîcheur qu'il amène. Il l'avait déjà démontré dans la Audi Cup face à Tottenham. Et là, les deux dernières démonstrations, elles sont absolument incroyables. Je veux dire, la lucidité qu'il a, la prise d'initiative qu'il a contre Bruges en Ligue des Champions pour venir déposer 3-4 joueurs, ouais, c'est ça, placer cette frappe. En plus, il a les deux pieds. C'est du pain béni pour le Bayern Munich. La frappe de balle typique des joueurs allemands, ça aussi, ça doit plaire non, mais en aux plus, supporters. c'est un joueur extrêmement léché, dont on ressent effectivement, il a eu un quart d'heure de jeu contre le Borussia Mönchengladbach. Au bout de 4 minutes, il marque, mais par la suite, on le voit dans son travail avec Michael Olise, dans ses renversements de jeu sur Luis Diaz. Alors là, le travail de Vincent Kompany, compte tenu de toute la hype qu'il y a autour de ce joueur, c'est de calmer. Ça va être de pas le griller trop vite. C'est de pas le griller trop vite. Il aura toute compétition confondue entre 300 et 400 minutes de temps de jeu, parce que justement, là aussi, il y aura le retour de Jamal Musiala, il y aura le retour d'Alphonso Davies, mais il faut savoir quand même que ce joueur-là, lorsqu'il venait à l'entraînement avec le groupe pro la saison dernière, et même il y a 2 ans où il intégrait parfois, il pouvait jouer milieu récupérateur, milieu défensif, parce que quand tu es à cet âge-là, tu te poses pas de questions, donc tu fais là où on te dit de faire, et puis tu te poses pas de questions. C'est ce qui était arrivé notamment à Alphonso Davies. Quand il arrive de Vancouver, il est ailier gauche, on lui dit non, tiens, là il y a l'arrière gauche qui s'est blessé, tu vas jouer là. En l'occurrence, c'était David Alaba, et il a joué là, et on a vu ce que ça a donné. Et Lennart Karl a cette intelligence là aussi, il vit un rêve, il en est parfaitement conscient, et je pense qu'on est loin d'avoir vu qu'on va voir avec ce jeune-là. On parle beaucoup en bien du Bayern dans ce numéro. Néanmoins, on est obligé de se poser la question, est-ce que ce Bayern Munich 2025-2026 a des défauts ? Moi, j'en ai noté un. Alors, c'est pas vraiment un défaut collectif, plus un défaut sur un joueur individuel. Il y a un léger souci en attaque du côté de Luis Diaz sur ce début de saison qui... depuis le coup d'envoi de la saison, rate beaucoup d'occasions dans la surface. Ouais. C'est quelque chose qu'on a pas mal noté en Allemagne. C'est pas le plus gros des soucis parce que ça peut quand même se régler assez facilement avec un joueur de ce calibre. Ils ont déjà 40 buts ou plus. Oui, bien sûr. Mais ça pourrait faire encore beaucoup plus. Heureusement pour les adversaires que Luis Diaz rate un peu. Mais quels sont les quelques défauts, s'il y en a, que tu vois dans ce Bayern Munich ? Alors, pour Luis Diaz, c'est un Sud-Américain qui avait hyper performé avec Liverpool. Il manque déjà beaucoup à l'équipe d'Arne Slot, qui va dans un nouveau championnat, dans un transfert qui s'est fait de manière quand même assez tardive,
où il est tout de suite intégré parmi les cadres. Il faut prendre les repères, il faut apprendre à jouer avec les partenaires. Il a pas encore des automatismes qui sont complètement bien rodés sur 2-3 phases de jeu, mais ne serait-ce qu'en championnat, 5 buts, 5 passes décisives pour ouvrir, on n'a même pas 10 journées de championnat, on peut vivre avec. Il lui faudra du temps. On sait que globalement, pour être complètement installé dans un nouveau championnat, il faut une saison. Là, on est à 3 mois d'activité, on peut considérer que c'est plutôt pas mal. Pour revenir aux défauts du Bayern, pour le moment, ils sont assez peu visibles. Parce que le Bayern a aussi progressé énormément dans la capacité qu'il a à pouvoir laisser le ballon à l'adversaire et à pouvoir tenir le jeu dans ses 30 derniers mètres. D'où l'intérêt du retour en forme de Dayot Upamecano dans ce style-là. On est complètement d'accord. C'était complètement différent sur les saisons précédentes où on voyait un Bayern assez foufou partir à l'avant, mais derrière, quand l'adversaire réussissait à trouver la profondeur, ça pouvait faire des dégâts. Ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. 4 buts seulement encaissés en championnat. Ils sont à moins de 10 buts encaissés, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Donc ça réussit à tenir. Mais statistiquement, ils sont à 13 sur 13, peut-être 14 sur 14 si ils passent en Coupe d'Allemagne sur la pelouse de Cologne. C'est-à-dire que dans l'histoire du top 5 européen, personne n'aura jamais réussi cette performance. Non, Milan, 13 sur 13, le record, c'est Milan. Enfin, co-détenu désormais par le Bayern Munich. Et quand vous verrez ce numéro, le Bayern aura déjà joué parce qu'on sort ce numéro jeudi, le match est mercredi soir. J'espère qu'ils ne vont pas perdre à Cologne, sinon ça va détruire tout ce qu'on dit. Mais... Justement, j'y viens. Statistiquement, on n'est jamais aussi proche de la première défaite du Bayern de la saison. Bien sûr. Parce qu'on ne peut pas imaginer une seule seconde qu'il fasse. Oui, ça ne va pas faire 60 sur 60. Voilà, oui, bien sûr. Donc statistiquement, ils sont proches. Et c'est ça où c'est très intéressant aussi. Vincent Kompany les prépare à ça. À perdre un premier match. Ils sont préparés à ça. Alors, personne ne l'espère, personne ne l'attend, mais ça permet aussi au coach belge de titiller les joueurs qui vont donner encore un peu plus pendant 90 minutes et plus pour que justement ça n'arrive pas. Et quelle sera la réaction du groupe quand ça arrivera? Je pense qu'ils sont suffisamment solides avec pas mal d'expérience, mais justement c'est ce travail qui est hyper intelligent, je trouve. C'est-à-dire qu'il les prépare et ça provoque du côté du groupe une forme de réaction. Mais non, on va se battre pour que ça n'arrive pas. Mais statistiquement, il faut quand même être bien logique. Quand tu es déjà à 13 sur 13, c'est monstrueux. Voilà quoi. Ouais, j'ajoute que du coup tu m'as pas vraiment sorti un défaut pour ce Bayern Munich finalement. Non, mais sur ce qu'on voit sur le début de la saison, quelle que soit la compétition, et ils l'ont démontré notamment en Ligue des Champions dès la première journée avec la démonstration qu'ils réalisent face à Chelsea. Comme tu le disais en début de ce programme, on en saura vraiment plus sur ce Bayern Munich là après les 2 matchs hyper importants qu'ils ont en Ligue des Champions oui. À l'extérieur. Sur la pelouse du champion d'Europe, sur la pelouse d'Arsenal qui marche sur l'eau, qui marche sur l'eau en plus en Première Ligue et qui a vraiment franchi là aussi un palier. Je pense qu'on va avoir une indication beaucoup plus précise de savoir où en est ce Bayern Munich là. Dès mardi prochain face au Paris Saint-Germain, même si on sait, et toi, et moi, et tous nos téléspectateurs, mon cher Nico, que la vérité du mois de novembre n'est jamais celle du mois de mai. Mai, avril, mars, c'est bien clair. C'est comme ça qu'on conclut ce numéro. Rien d'autre à ajouter sur ce super Bayern Munich qui... On a été complet. Je pense que tu as été assez complet, peut-être parce que j'avais de très bonnes questions aussi, je sais pas, ou alors que tu es un très bon analyste. C'est soit l'un, soit l'autre, tous les deux. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un prochain numéro de Contre-Pressing. Merci Jean-Charles pour Gegenpressing pour ta disponibilité et à très bientôt. Ciao.